Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Hier, l'ancien président Nicolas Sarkozy a vu sa condamnation pour corruption et trafic d'influence confirmée par la Cour d'appel de Paris. Cette condamnation de 2021 le condamne à 3 ans de prison, dont 2 assortis d'un sursis et un bracelet électronique pour l'année restante. L'équipe juridique de Sarkozy a indiqué vouloir contester la décision devant la Cour de cassation. Hier, l'ancien président Nicolas Sarkozy a perdu son appel d'une condamnation de 2021 pour corruption et trafic d'influence devant la Cour d'appel de Paris. Une décision que son équipe juridique a déclaré vouloir contester. La Cour d'appel a confirmé la condamnation à 3 ans de prison. Conformément à la décision initiale, elle a déclaré que 2 de ces années étaient assorties d'un sursis et que Sarkozy porterait un bracelet électronique au lieu d'aller en prison pour l'année restante. L'avocate de Sarkozy a déclaré que son client n'avait commis aucun acte répréhensible et a qualifié le jugement de stupéfiant. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec force, détermination. Lafont a indiqué que Sarkozy contestera la décision devant la Cour de cassation. La Cour de cassation ne réexamine pas les faits à l'origine du litige. Sa mission consiste à vérifier que les tribunaux et cours d'appel de l'ordre judiciaire ont correctement appliqué la loi. En 2021, un tribunal de première instance a reconnu Sarkozy coupable d'avoir tenté de corrompre un juge après avoir quitté ses fonctions, ainsi que de trafic d'influence en échange d'informations confidentielles concernant une enquête sur le financement de sa campagne de 2007. Il s'agit d'une des nombreuses batailles juridiques que Sarkozy a menées au cours de la dernière décennie. Sarkozy a toujours vigoureusement nié avoir commis des actes répréhensibles. Au début du mois, les procureurs financiers ont demandé dans une affaire distincte que Sarkozy soit jugé pour corruption et financement illégal d'une campagne électorale en rapport avec le financement libyen présumé de sa candidature à l'élection présidentielle de 2007. L'affaire des écoutes, au centre de la décision de la Cour d'appel de mercredi, est indirectement liée au soupçon de financement illégal de campagne. En 2013, les enquêteurs chargés d'enquêter sur une connexion libyenne ont mis sur écoute 2 lignes téléphoniques de Sarkozy et ont découvert une ligne téléphonique secrète utilisée par l'ex-président et son avocat, ce qui a finalement conduit à l'enquête sur la corruption. Le seul autre président à avoir été condamné par un tribunal au cours des 64 ans de la Ve République française est le prédécesseur conservateur de Sarkozy, feu Jacques Chirac, qui a été reconnu coupable de corruption en 2011. Lors d'un rare sommet des dirigeants européens, les discussions ont porté sur la manière de demander des comptes à la Russie pour la guerre qu'elle a menée contre l'Ukraine. Plus de 40 pays ont demandé un décompte des pertes et des dommages infligés par les forces de Moscou. Certains dirigeants ont demandé que la Russie paie pour les dommages causés par son invasion. Les dirigeants européens se sont réunis en Islande cette semaine pour un sommet de 2 jours du Conseil de l'Europe, le thème central de la réunion étant la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à l'Assemblée à distance. Cette intervention fait suite à sa tournée des capitales européennes visant à obtenir davantage d'armes et d'aide avant la contre-offensive prévue pour repousser les forces russes. La Russie a utilisé simultanément des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones pour empêcher notre défense de sauver des vies. Mais toutes les vies ont été protégées. Les dirigeants devraient approuver un nouveau registre des dommages, un mécanisme permettant d'enregistrer et de documenter les preuves, les demandes, les dommages, les pertes ou les blessures subies à la suite de l'invasion russe. Le président Emmanuel Macron a demandé à tous les États membres d'adhérer au registre. J'appelle tous les États à y adhérer et à contribuer activement à son élaboration. Le chancelier allemand Olaf Scholz a exigé que la Russie paye pour les dommages qu'elle a causés. Le registre des dommages et intérêts que nous voulons lancer ensemble ici à Reykjavik jouera un rôle central à cet égard. Le Premier ministre islandais Katrín Jakobsdóttir a déclaré que 41 pays avaient déjà signé le registre des dommages, y compris des États membres et des États observateurs. Je pense qu'il est juste de dire qu'il s'agit d'un grand pas en avant pour garantir la responsabilité et obtenir des résultats tangibles à l'issue de ce sommet. Il s'agit seulement du 4e sommet du Conseil de l'Europe qui compte 46 membres depuis sa création après la Seconde Guerre mondiale. L'adhésion de la Russie a été suspendue le lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Moscou a ensuite quitté l'organisation quelques heures avant un vote visant à l'expulser.
La guerre en Ukraine isole la Russie des pays occidentaux et désormais la Chine semble combler ce vide. En voici un exemple avec un port russe qui lui a ouvert ses portes. Les relations entre la Russie et la Chine sont en train de se dégeler. Après plus de 160 ans, Moscou ouvre un grand port à Pékin et l'autorise à expédier des marchandises chinoises à partir du mois de juin. Les analystes ont déclaré au journal Lianhe Caopao que cette ouverture donne à la Chine l'avantage dans ses relations avec la Russie. Elle reflète également le fait que la Russie est de plus en plus isolée par l'Occident en raison de la guerre en Ukraine. L'annonce a été faite lundi. Le port en question est celui de Vladivostok. C'est le plus grand port russe de l'océan Pacifique. Il abrite également la flotte russe du Pacifique. Vladivostok faisait partie de la Chine dans les années 1880, mais la Russie l'a annexé en 1860. Depuis lors, le nord-est de la Chine a perdu son accès à l'océan et a dû acheminer ses marchandises d'abord par voie ferrée, puis par le port de Dalian, soit un trajet de plus de 300 km. L'accès à Vladivostok réduit cette distance de 80%. L'ancienne première ministre britannique Liz Truss affirme que l'Occident doit montrer un soutien inébranlable à Taïwan et éviter d'apaiser la Chine. Elle se trouve actuellement à Taïwan, à un moment où les relations entre la Grande-Bretagne et la Chine sont au plus mal depuis des décennies. L'ancienne première ministre britannique Liz Truss a souligné son soutien à Taïwan mercredi. Elle a déclaré que l'île était en première ligne dans la bataille mondiale pour la liberté. Je crois que le plus grand danger pour l'avenir de Taïwan est le fatalisme. Pas le vôtre, mais celui du monde libre, qui pense qu'une prise de contrôle de Taïwan par la Chine est inévitable. Truss est la première ex-premier ministre britannique à se rendre à Taïwan depuis Margaret Thatcher dans les années 1990. Lors de sa récente visite en Chine, le président Emmanuel Macron a tenté de distancer l'Europe de toute implication dans un conflit sur Taïwan. Mais Truss affirme: Il est tout à fait irresponsable de la part des nations européennes de se laver les mains de Taïwan sous prétexte qu'elle est très éloignée et qu'elle n'est pas au cœur de nos préoccupations. Truss a déclaré que la Chine essayait d'utiliser son poids économique mondial pour dominer et entreprendre le plus grand renforcement militaire de l'histoire en temps de paix. Toutefois, a-t-elle ajouté, de nombreux Occidentaux ont choisi d'apaiser la Chine parce qu'ils ne veulent pas d'une nouvelle guerre froide. Le mois dernier, le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que ce serait une erreur d'isoler Pékin. Truss représente l'aile la plus dure du parti conservateur au pouvoir, qui s'oppose à l'approche du gouvernement britannique à l'égard de la Chine. Il y a encore trop d'Occidentaux qui s'accrochent à l'idée que nous pouvons coopérer avec la Chine sur des questions telles que le changement climatique, comme s'il n'y avait rien de mal. Truss a appelé les alliés à renforcer leur engagement économique contre la Chine et à veiller à ce que Taïwan dispose de capacités défensives. Elle a également appelé à une plus grande coopération dans la région Indo-Pacifique afin de renforcer la sécurité dans la région. Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Londres a critiqué la visite de Truss, la qualifiant de spectacle politique dangereux. Elon Musk s'est exprimé sur les élections américaines de 2020, à savoir s'il considère que l'élection a été volée et s'il regrette son vote. Voici un extrait de son interview avec CNBC. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une élection volée. Mais de la même manière, si quelqu'un dit qu'il n'y a jamais eu de fraude électorale nulle part, c'est évidemment faux. Si 100 millions de personnes votent, la probabilité que la fraude soit nulle est nulle. Musk a reconnu avoir voté pour le président Biden en 2020. Il n'a pas dit s'il le regrettait, mais a plutôt déclaré « J'aimerais que nous ayons une élection normale, j'aimerais que nous ayons un être humain normal comme président ». Musk a également évoqué la question de l'IA qu'il qualifie d'épée à double tranchant. Il a déclaré qu'il y avait une forte probabilité qu'elle rende la vie bien meilleure, mais qu'il y avait aussi une certaine chance qu'elle tourne mal et détruise l'humanité. Le PDG de Twitter a également fait part de son inquiétude quant à la manière dont la Réserve fédérale prend ses décisions. Il a déclaré qu'elle utilisait trop de données obsolètes, ce qui signifie qu'elle ne réagit pas assez rapidement à l'évolution de l'économie. Un musée national polonais a lancé un projet de 2 ans visant à préserver les chaussures de 8000 enfants victimes d'un camp de la mort nazi. Beaucoup de ces chaussures sont aujourd'hui déformées et en état de décomposition, mais elles constituent un témoignage émouvant de ces jeunes vies brutalement interrompues. Le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau en Pologne a été l'un des plus célèbres mis en place par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le musée du site a commencé à préserver 8000 chaussures ayant appartenu à des enfants qui ont péri dans le camp. Cette chaussure appartenait à une jeune fille appelée Vera qui a été transportée au camp avec ses parents et son frère.
Sa chaussure est bien sûr restée avec nous. Après plusieurs années, lorsque nous avons commencé à compiler une base de données tirée d'inscriptions sur des valises, nous avons réussi à relier cette chaussure à la valise du père de la jeune fille. Les employés du laboratoire de conservation enlèvent la poussière et la saleté du cuir des objets devenus fragiles. Les chaussures sont ensuite scannées et photographiées, puis cataloguées dans une base de données. Les chaussures d'enfants sont l'objet le plus émouvant pour moi, car il n'y a pas plus grande tragédie que celle des enfants. Une chaussure est un objet étroitement lié à une personne. C'est la trace d'un enfant. Parfois, c'est la seule trace qui reste de l'enfant. Le musée est en mesure de restaurer une centaine de chaussures par semaine. L'objectif n'est pas de les restaurer dans leur état d'origine, mais de les rendre aussi proches que possible de la façon dont elles ont été trouvées à la fin de la guerre. La plupart des chaussures sont des chaussures individuelles. Une paire encore attachée par des lacets est une rareté. Tous les objets pris aux victimes dans les transports étaient mis dans les entrepôts, répartis par type de matériel. Puis on les réparait, on réparait les chaussures, on les assemblait et on les envoyait au Reich pour que quelqu'un d'autre les porte. Parce qu'il n'y avait rien, tout manquait. Avant d'envoyer les gens dans les chambres à gaz, les SS leur ordonnaient de se déshabiller et leur disaient qu'ils allaient dans les douches pour être désinfectés. Nous pouvons imaginer le nombre de personnes qui sont venues ici en espérant pouvoir remettre leurs chaussures après la douche. Ils pensaient pouvoir reprendre leurs chaussures et continuer à les utiliser, mais elles ne sont jamais retournées à leur propriétaire. Les camps de la mort ont joué un rôle majeur dans le génocide nazi de plus de 6 millions de Juifs, soit environ les 2/3 de la population juive d'Europe, ainsi que de plusieurs milliers de personnes appartenant à d'autres minorités. Les 110 000 chaussures de la collection du musée, bien qu'imposantes, ne proviennent probablement que des derniers convois vers le camp. Le projet, qui coûtera 460 000 € est financé par la fondation Auschwitz-Birkenau et la Marche internationale des vivants, un programme d'éducation sur l'Holocauste. L'Allemagne est l'un des principaux donateurs de la fondation. Et nous abordons à présent la question du dépassement de soi et de la régénération du corps, de l'esprit et de la planète à l'aune d'un ouvrage qui est bien en vue en ce moment sur les étagères des librairies. Il s'agit de la biographie La force du vivant de Madame Marie-Antoinette Michel-Ly, titulaire d'un master en sciences de durabilité et changements globaux, d'un bachelor en géosciences, sciences politiques et sciences de l'environnement. Polyglotte, Marie-Antoinette Michel-Ly est aujourd'hui intervenante auprès d'institutions européennes pour promouvoir une agriculture durable et sans pesticides. Mais avant de mener cette vie dans laquelle elle agit pour le bien de l'humanité, Marie-Antoinette a vécu une jeunesse semée d'embûches, lors de laquelle elle a frôlé la mort. J'ai vécu en 1996 une expérience peu commune parce que en faisant un entraînement à cheval, j'étais en train de débourrer une jeune penette. Cette penette a perdu l'équilibre et elle est tombée. Et je suis restée scotchée sur la selle comme un bon cavalier. Et au moment de l'impact, j'ai passé sous le poids du corps de la penette. Donc cette histoire m'a fait subir une double fracture du crâne, un traumatisme crânien sévère. Et j'ai été emportée dans un coma. Donc héliportée aux soins intensifs à la pédiatrie de Genève. J'ai passé 2 semaines aux soins intensifs et c'était très particulier car le moment de l'impact de l'accident, j'ai vécu une EMI, une expérience de mort imminente où j'ai vraiment quitté mon corps et je me suis baladée dans d'autres dimensions et je n'étais plus en lien avec la matière. C'est là que commence ce voyage qui a duré en temps réel 2 semaines, mais dans l'autre dimension, ça a duré probablement quelques décennies ou plusieurs siècles, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu la chance inouïe de pouvoir rencontrer des êtres décédés, d'être en contact moi-même avec des vies passées, des vies futures. J'ai vu mes enfants, j'ai rencontré mes enfants là-bas, ils étaient adultes. Donc pour moi, il y avait une grande évidence que de toute façon, il fallait que je revienne dans mon corps, que je me réincarne pour pouvoir les mettre au monde. Le voyage là-bas était extrêmement beau parce que je flottais, j'avais plus la sensation évidemment de la pesanteur et je pouvais être
omniprésente à peu près partout, à tout moment. Et c'était vraiment une expérience de flotter dans une énergie, une lumière extrêmement intense et d'être dans une bienveillance totale. Chaque être lumineux que je rencontrais avait une bienveillance totale envers moi, et j'ai pu faire cette très belle rencontre avec mon créateur, comme je le mentionne dans le livre, où j'ai vraiment eu cette sensation d'être en lien avec les éléments de la nature. Le vent, un immense vent qui s'est levé soudainement, donc ça c'est pour moi l'air, une immense lumière qui s'est cristallisée au milieu de nuages, donc le feu et l'eau, et c'est là que cette apparence a pris forme, et je me situais moi-même sur un gratte-ciel dont je ne pouvais pas voir le fond, donc j'avais quand même un lien avec la terre, mais j'étais entourée de ces nuages et de cette lumière hyper intense et de cet amour inconditionnel. Suite à ce voyage, le retour de Marie-Antoinette dans son corps charnel sera brutal. Elle est devenue hémiplégique, ses sens peinent à se réactiver et sa mémoire est complètement atrophiée. Des années de lutte et de thérapie seront nécessaires pour que la jeune femme récupère. Aujourd'hui, dans son ouvrage « La force du vivant », elle témoigne de la façon dont la régénération de son propre corps l'a amenée à s'intéresser à la force qui réside en toute chose et en tout être humain, et à croire que notre planète Terre a les capacités intrinsèques de se régénérer. J'ai, avant mon accident déjà, eu cette conviction absolue que la vie sur Terre est un cadeau immense et que nous sommes tous interreliés. Mais cette expérience m'a apporté une ouverture encore beaucoup plus large du fait que c'est une évidence que nous devons protéger la vie sur Terre, que nous avons une responsabilité à porter. Dans un certain sens, j'ai eu cette chance de pouvoir aller faire ce voyage, mais qu'il fallait aussi que je prenne la responsabilité d'en témoigner un jour. Ça m'a pris beaucoup d'années pour pouvoir écrire parce que je ne trouvais pas de mots. Au début, c'était tellement irrationnel, et au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'il y a un message très clair à faire passer. Au jour d'aujourd'hui, on s'accroche à des valeurs hyper matérialiste, alors qu'en réalité, nous sommes composés de tellement de consciences différentes. Par la suite, j'ai trouvé une cause qui m'a tenue à cœur énormément, c'est de devenir lobbyiste pour sauver le vivant, en m'engageant dans cette cause pour préserver les abeilles. C'était l'idée de supprimer l'utilisation des pesticides systémiques qui sont responsables de la disparition de la biodiversité sur Terre. Et c'est surtout la nature à laquelle je me reconnectais, toujours au fur et à mesure de l'évolution de toutes ces années, qui me donnait la force toujours pour tenir le coup. C'est grâce à elle que nous sommes là. Elle est un miracle en elle-même parce que la création, c'est hyper puissant. Elle va nous survivre, ça je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est à nous aujourd'hui, l'humanité, de comprendre que nous devons collaborer avec elle, que nous devons fonctionner avec elle, parce qu'on a déjà détruit massivement nos écosystèmes. Maintenant, c'est l'ère qui a commencé, durant laquelle nous devons reconstruire et régénérer. C'est une évidence totale. Je suis convaincue qu'on va y arriver parce qu'on a la capacité de le faire. On est des êtres de conscience, des êtres de lumière. C'est vraiment une grande responsabilité que nous portons. Nous sommes dans le devoir aussi de donner à nos enfants l'éducation nécessaire pour leur faire comprendre dès le départ qu'est-ce que c'est que l'existence, pourquoi nous sommes là. Je veux dire, c'est tellement important de se poser ces questions et de générer ces conversations autour de nous et de tous ensemble collectivement prendre cette responsabilité de sauver notre belle planète. Et vous pourrez retrouver l'intégralité du témoignage de Madame Michèle Lee la semaine prochaine sur la chaîne Nouvel Angle pour NTD. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité des vidéos de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.